L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Flash Info à l'international. Et pour commencer, le Front de Salut National, principale coalition de l'opposition en Tunisie, a déploré mercredi 15 février le pourrissement de la situation politique dans le pays après une série d'arrestations qu'elle a qualifiées de répressives dans les milieux politico-médiatiques. Samedi dernier, 10 personnalités, pour la plupart des opposants appartenant au parti d'inspiration islamiste Ennahda et ses alliés, mais aussi le directeur d'une grande radio privée et un très influent homme d'affaires ont été arrêtés lors d'un coup de filet. Cette vengeance contre les opposants et le recours à la répression traduisent selon lui la confusion de la politique du président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Des organisations non gouvernementales, locales et des personnalités de la société civile ont dénoncé de leur côté l'instrumentalisation des appareils de l'État pour régler les comptes avec les opposants. Et puis, des militants kurdes ont manifesté à l'intérieur de l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg mercredi dernier au 24e anniversaire de l'arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan, entraînant ainsi une interruption des débats pendant 3 heures de l'évacuation des eurodéputés. Les militants étaient une dizaine entrés en Parlement comme des visiteurs arrivés sur la galerie qui surplombe l'hémicycle. Ils ont agité même des drapeaux et scandé également le slogan hostile au président turc Recep Tayyip Erdogan ou réclamant la libération Abdullah Öcalan. Cette interruption des débats a entraîné l'évacuation de l'hémicycle tandis que les services de sécurité ont tenté d'interpeller certains militants. Enfin, le patron de Twitter, Elon Musk, a annoncé, vous allez le voir en image, mercredi, que quelqu'un d'autre pourrait, d'ici fin 2023, prendre les rênes du réseau social qui a connu sous sa direction des montagnes russes entre politique et problèmes techniques. Il a annoncé par visioconférence lors d'un forum à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la gestion d'Elon Musk qui a doublé quelques 44 milliards de dollars pour racheter en octobre 2022 le réseau social. TikTok n'a cessé de provoquer de vives polémiques auprès de ses utilisateurs. Et fini ce Flash Info à l'international. À tous, merci de regarder. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 11h. Restez avec nous, les grandes gueules continuent avec le turbo Lamine Girassi et son équipe. À Joseph Faratengeno et à vous, Samuel Koufar, évidemment, du côté de Paris. Les infos express donc reviennent sous le coup de 11h sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir par SMS au 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Je le rappelais tantôt, mesdames et messieurs, le 25 février 2019, une opération donc de casse démarre à Kaporal, équipe 2, selon en tout cas un rapport de l'Organisation internationale de veille pour les droits humains. 2500 maisons ont été démolies avec un peu plus de 20 000 personnes impactées. 4 ans plus tard, les 1203 familles concernées continuent d'attendre des réponses de l'État guinéen en termes donc d'accompagnement et de dédommagement. Quelle est la situation 4 ans après le déguerpissement? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules. Mamadou Sambasso, porte-parole donc du collectif des victimes de Kaporal, il va s'exprimer ce matin dans cette émission. Cette enquête également à suivre, mesdames et messieurs, fonds de garantie des prêts aux entreprises, réaménagement après un cas de harcèlement. On essaie de comprendre, dossier à suivre avec Jacques Léwadino. Puis ce drame, on en parlait hier dans votre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, drame donc de la Saint-Valentin. L'enquête explore des nouvelles pistes. Nous essayons de comprendre à travers nos chroniqueurs. Beaucoup de réactions ce matin. Si vous le voulez bien, on va essayer de partir avec le hashtag Espace GG ce matin. Aïssa Toussane n'est pas là. Nous pensons évidemment à Malisila également, Poutine, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est un peu souffrant. Nous partons avec Sekou Koïta qui nous écrit interdire les manifs est une violation de droit, mais parler seulement des pertes d'un seul côté est injuste. Que l'État accepte les manifs et que les organisateurs s'engagent pour tout dommage collatéral. Saint-Augustin a dit à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Sekou Keïta, donc, qui nous envoie ce message. Fatoumata Yaya Diallo également nous écrit sur Twitter. On ne libère
libère pas un peuple se libère lui-même. Tant qu'il s'érige des images de sa liberté, il se crée de nouvelles chaînes. Louis Gauthier, force à vous camarades. Transition mandat Mara. Mobilisons-nous pour leur libération. Dit ce matin, notre ami Fatoumata Yaya Diallo qui nous écrit sur Twitter. Almami, c'est Assini Diallo également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, je crois que c'est sérieux. On doit avoir le nombre, les membres, il veut dire, de CNRD. La liste, en fait, c'est un peu ce qu'il veut dire, mon cher ami, même si je ne comprends pas. Il nous écoute, il nous regarde à la télévision depuis Yaoundé ce matin. On reste toujours là dans le sillage avec vous, auditeurs. Sur Twitter, vous êtes très 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 nombreux à réagir de ce côté. Cette fois-ci avec Ministre Caramo Kissi, évidemment, le Kissien qui nous regarde et qui nous écrit ce matin. Le poteau est tapé par ce groupe de bandits. Oh là là, non, mon gars, c'est sûrement, voilà. Allez, le poteau est tapé, il dit ce matin, qui est resté sans nous faire la situation de notre argent mobilisé pendant le combat du 3e mandat. Pour se couvrir, il faut qu'il mène le combat pour CDD, le développement en marche avec le CNRD, Esprit CNRD, hashtag Espace GG. Dit ce matin, notre ami, c'est Karamo Kissi qui nous envoie ce message. Vous êtes très 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 nombreux à nous écrire, à nous envoyer des tweets. Évidemment, on va essayer de partir là-dessus. Si oui, c'est prêt de l'autre côté également aussi avec Abdourad Dramé sur le 657 39 13 13. On va y aller avec quelques réactions évidemment des auditeurs sur le hashtag Espace GG. Très nombreux à réagir, je le disais tantôt, avec Komara Mohamed également qui nous écrit: les Guinéens sont abandonnés. Ok, je pense qu'il réagit carrément au tweet de Mafoudia Bangoura hier. On va rester toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit sur Twitter, le 657 39 13 13, hashtag Espace GG. En tout cas, si vous souhaitez nous envoyer des messages, on va y aller avec qui exactement? C'est Mohamed Touré qui nous écrit également: il faut rappeler à Tamba que le président de la junte au Burkina Faso, M. Traoré, a bel et bien déclaré ses biens. En ce qui concerne le mur du jour, je vote Roby. Il le dit ce matin. On reste avec cet autre également qui nous écrit sur Twitter, le hashtag Espace GG. C'est qui exactement? Lui, c'est Selou Adams qui nous écrit: la manipulation se trouve à deux niveaux. Les autorités et les organisateurs sont coupables. Une marche encadrée coûte combien à l'État? Pose la question ce matin cet auditeur. Pourquoi engager un bras de fer que nous n'avons pas le courage de continuer? Il faut privilégier le dialogue. Le problème, c'est nous, dit ce matin cet auditeur. On reste toujours avec le 657 39 13 13. Cet autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Voilà, par rapport à l'intervention de M. Mohamed Mara concernant donc la manifestation du CNRD, je tire chapeau à lui, une belle intervention. Mouktar Fatoumata Bari, depuis Cancan, qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, manifestation, la manifestation n'est pas une mauvaise chose, il dit ce matin, mais les manifestants n'ont qu'à oublier aussi, je comprends pas, sincèrement, appliquez-vous un petit peu, sinon c'est très compliqué à lire. On y va avec cet autre également. Bonjour les GG, monsieur Lamine, c'est vrai que les manifestations, la manifestation c'est un devoir légal dans notre pays, les conditions ne sont pas respectées, les enfants sont dans la rue donc pour manifester. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Malheureusement, ce n'est pas signé. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les GG, depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à nos jours, aucun régime guinéen n'a autorisé une manifestation, soit à cause de la manière, soit à cause de l'exploitation ou l'exposition de mauvaises images de régime en place. À cet égard, je dirais aux manifestants de s'attaquer plutôt au régime qu'aux paisibles citoyens, et au colonel Mamadi Doumbouya de s'attaquer aussi plutôt aux causes de la manifestation qu'aux manifestants. Monsieur Cissé Marley depuis Matam qui nous envoie donc ce message. On va rester toujours avec vous sur le 657 39 13 13. Très nombreux ce matin à réagir avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe.
voilà. Les manifestations en Guinée n'ont jamais été pacifiques. Elles ont toujours été violentes. Il faut que les gens sachent ce que nous sommes dans une période transitoire et pas un régime normal. Et en ce moment donc particulier, nous préférons l'ordre à la loi. Eh bien, c'est un auditeur donc qui nous envoie ce message. Lui, c'est Amara Souma depuis Lansanaya donc qui nous envoie ce message. Vous restez toujours avec nous sur le 657 39 13 13 avec Sototre également qui nous écrit sur 657 39 13 13. Voilà, lui qui dit quoi? Bonjour les GG, ce FNDC n'a pas digéré le refus du CNRD de les octroyer donc des postes, notamment au CNT, et les jeunes de l'Axe, les jeunes de l'Axe de faire très attention, dit ce matin ce monsieur, vive la refondation, pas un jour de plus après les 24 mois, merci. Malheureusement le message n'est pas signé. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, nous continuons évidemment l'émission avec vous. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Tamba, Zachary, Milimono, merci à vous tous à l'international, merci de votre fidélité, continuez à réagir, 657 39 13 13, on va rester dans le sillage mon cher Tamba, avec cette réaction justement, on va dire inattendue, c'est l'ancien DG de l'ARPT qui nous écrit ce matin, c'est bien sûr Yacouba Sissé évidemment, voilà, qui nous écrit mon cher ami, et parce qu'on a voulu l'avoir dans l'émission ce matin mon cher ami Tamba. Voilà, et il le dit très très clairement, le paiement de tous les opérateurs se font, donc les paiements se font directement à la banque centrale. Ils peuvent exhiber les copies des ordres de virement. Je peux même t'envoyer les évidences si tu veux. Et les différents courriers de relance, un protocole d'accord a été forcé. Difficilement, il le respectait. Je pense qu'il parle bien entendu de la société Celcom. Ouais. Malgré donc ce protocole, je pense que c'est au terme de ce qu'on est en train de dire, il faut pouvoir pour la société et l'État parvenir à une sorte d'accord qui va faciliter le règlement de ces obligations. Parce que de toute façon, Celcom devra payer. Ça, c'est une chose. Mais si Celcom commence à dire on a payé, ce sera bien simple. Il faudra simplement apporter la preuve qu'ils ont payé et indiquer où c'est allé. Parce que l'État a ses livres, l'État peut constater si oui ou non il a perçu un paiement d'une telle société et d'une telle importance. Ce n'est donc tout simplement pas possible. Une entreprise qui n'a pas investi pendant 7 ans. Depuis 7 ans, qui n'a pas investi. Tu penses qu'elle a payé ses impôts? Il faut y aller tout simplement. Depuis 7 ans, elle n'a pas investi. Tu penses qu'elle est en mesure de payer ses impôts? Je pense honnêtement qu'au-delà de la RPT, il faut amener même les impôts autour de la table avec Celcom. Revoir aujourd'hui un plan de refinancement que Celcom explique ce qu'elle compte faire pour se relancer. Exact. Ça, c'est très important. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quand même quelques pesanteurs qui peuvent effrayer les investisseurs potentiels. Donc, il faut d'abord gérer tous ces cas qu'ils ont en justice, tenter déjà de s'entendre avec ceux-là qui courent après eux ici à l'interne. Ensuite, s'asseoir avec un investisseur. Une fois l'accord trouvé, je pense que sur les parts de Celcom de l'État actuel, l'État pourrait s'entendre justement sur un plan de paiement échelonné. Ça peut se passer sur quelques années. Là-dessus, c'est possible. Parce que, encore une fois, moi, j'ai un gros problème. Les emplois. Les emplois, parce que c'est du personnel qualifié, certes, mais le marché de l'emploi est très chétif dans notre pays. Tous ces gens-là qui pourraient se retrouver à la rue, je ne suis même pas sûr que même un plan social aujourd'hui de Celcom permettrait de payer forcément tous ces gens-là. Donc, quelque part, si on peut sauver l'entreprise, il faut y aller, mais je pense que Celcom a même besoin totalement aujourd'hui d'être recapitalisé, d'avoir de nouveaux investisseurs, peut-être même changer carrément de marque, parce que le nom Celcom, lui, la marque, commence malheureusement à prendre un coup dans le subconscient des Guinéens. Mais ce qui était prévu d'ailleurs, c'était de fusionner Celcom Guinée et Guinée Télécom. C'est ce qui était prévu. Non, j'ai entendu ces choses-là, mais là, c'est pas viable. Non, c'est pas une question de viabilité. Mais je te dis ce qui était.
d'accord, mon cher Mohamed Mara, parce que dans le plan à l'époque avec Alpha, évidemment, c'était ok, on va racheter Adafo Média, on va fusionner. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. À l'époque, le plan d'Alpha, c'était ça. Genre, fusionner Celcom avec la nouvelle société Guinée Télécom et tout ça, et avoir Adafo Média comme média. Et ça, Mohamed Mara sait de quoi je parle. Donc, par rapport à tout ça. Je disais donc que ce message-là veut dire quelque chose. En fait, ce que tu ne veux pas entendre, c'est que tu devais travailler pour M. Alpha Condé. Le DG de l'ARPT, donc l'actuel DG de l'ARPT, dément Celcom. L'ancien DG de l'ARPT dément Celcom. Bah oui. Les grandes gueules. Il revient désormais à Celcom de dire où il a envoyé de l'argent. Voilà. Parce que moi, je ne dis pas d'emblée que Celcom a menti. Peut-être Celcom a effectivement payé quelque ou qu'elle a été naïve. Donc il faut justement ou qu'elle a été naïve. Où l'opérateur a versé cet argent et puis donner des informations. Parce qu'il y a quelque chose d'absurde. C'est l'État, disons, Celcom devait à l'État. Pendant 4 ans, l'État n'a sorti aucune mesure, aucune menace. Aucune menace même. L'État n'a même pas menacé Celcom de fermeture. Alors qu'on savait en 1 an déjà, en 2 ans, 3 ans, on sait que Celcom il n'y a eu aucune menace de la part du gouvernement de fermer Celcom. Je crois que ça, il y a quelque chose. Peut-être que c'est un arrosoir, Celcom. Je crois qu'il y a un arrosoir. Mais Celcom n'a plus intérêt à se taire. Parce qu'à ce stade, s'il continue à se taire, on va fermer ses portes et c'est finalement l'investisseur qui va être victime d'une situation qui peut-être il n'a pas entretenu seul. Il y a des gens dans l'ombre qui ont participé à cela. C'est pour donner leur nom. Voilà. Non, mais même actuellement, il y a des proches d'ailleurs du côté de la présidence, je parle de Doumbouya évidemment, qui sont un peu dans l'actionnariat de Celcom aujourd'hui, directement ou indirectement. Je ne vais pas être long. Moi, ce qui me choque dans cette histoire de Celcom, c'est qu'on me dise que Celcom, dans un premier temps, versait l'argent, les impôts dans un compte occulte. L'ancien directeur vient démentir. Et on me dit, ouais, mais peut-être, ça c'est la réflexion de Jacques. Je vais vous donner une image. C'est comme si tu amenais ton enfant dans une école. Au lieu d'aller payer la scolarité à la direction, toi tu vas payer à la cantine. C'est ça. Et quand tu payes à la cantine, c'est clair que c'est voilà. Mais c'est une cantine où il y avait très peu de gens. Et les repas de la cantine, c'est toujours moins cher. C'est toujours moins cher. Et c'est pas bon. C'est fade. Maintenant, ça dépend. Donc, les conséquences, c'est direct à l'hôpital. C'est la diarrhée. Si par exemple, celui qui devait recevoir à la scolarité dit, écoute, non, je ne vais pas te recevoir là-bas, allons plutôt du côté de la cantine, et que celui qui paye a peur parce que c'est l'homme à tout faire, peut-être, en fait c'est des scénarios puisque tu nous amènes là. Mais non, mais si celui qui est habilité à vous recevoir au bon endroit vous redirectionne, vous savez que c'est pas à la cantine qu'on pose. Et je suis d'accord qu'il faut porter des gants, et il faut porter des gants quand on est dans un pays comme la Guinée, il faut le faire. Et le directeur de l'école dit que c'est faux. Mais attendez, on n'a que sa version. On a l'autre version aussi. Même s'ils le disent, on doit pouvoir vérifier. Ils disent qu'ils ont payé à la cantine. Le directeur dit que c'est pas vrai. Honnêtement, je pense que Celcom a déboursé de l'argent. À la cantine. Mais comment? Voilà, c'est la bonne question. À la cantine. Parce que, sûrement à la cantine. Pourquoi je le dis? Je crois que je l'ai dit la dernière fois. Comment on comprend que pendant 4 ans, vous n'ayez pas payé, mais que vous avez continué à exercer. Raison pour laquelle Jacques émet ses doutes et raison pour laquelle on dit qu'il faut faire attention en attendant d'avoir plus d'éléments. C'est encore une fois en Guinée. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a quand même plusieurs années sur lesquelles l'entreprise n'a pas payé. On n'a rien dit. Aujourd'hui, on menace de fermer. D'accord, déjà cette solution de fermer, moi je ne suis pas pour. On a le scénario de Intercell, on sait ce qu'on a perdu avec des Guinéens qui ont perdu leur emploi. Pourquoi vous n'êtes pas pour? Permets-toi aussi. Non, je l'explique. Je ne suis pas pour. On ferme les magasins parce qu'ils n'ont pas payé les impôts. C'est différent justement. Quelqu'un donne la vie, n'oubliez pas, il y a des agents de Sotelgui qui n'ont jamais su se relever de la fermeture de Sotelgui, qui sont morts de cela. Donc attention, quand on parle de la fermeture d'une entreprise, on ne doit pas parler de ça comme la vente de je sais pas, de cacahuètes. C'est très dangereux. Il y a des gens dont la vie dépend exclusivement de ces entreprises. Et l'État a plusieurs options. Déjà, avant d'en arriver aux options, moi je me pose des questions sur le mécanisme de contrôle aujourd'hui, ou bien même le mécanisme par lequel on pourrait garder les
sociétés en forme. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des sociétés d'accompagnement. On se rappelle quand Celcom est venu à un moment donné dans le monde de la téléphonie, il y a eu une grosse, si on veut, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Il y en a qui se sont en sortis, d'autres ont dû perdre beaucoup de choses en clientèle, en termes, et on sait que ça a un coût. Lorsque vous n'avez plus de rendement, évidemment, vous avez du mal à faire face à certaines dépenses. Est-ce que si il n'y a pas ce mécanisme d'accompagnement, vous risquez de disparaître? C'est des possibilités. Mais par rapport à ce cas qui se présente, c'est des questions que je me pose. C'est peut-être possible. Est-ce que l'État, à travers ses dettes, peut devenir actionnaire? Et ça, c'est une solution pour sauver. C'est-à-dire, au lieu que Celcom ne paye, que l'État devienne actionnaire. C'est une question. Et l'autre possibilité... Mais c'est des questions que je pose. L'autre possibilité... L'État, là, on te dit qu'ils doivent environ 6 millions de dollars à l'État. Oh, mais on te dit que une seule personne leur réclame 65 millions. Quand on parle d'État, on parle des hommes. Et les hommes, ils se succèdent. Certains viennent avec de la volonté, d'autres peut-être étaient là, n'ont pas fait les choses comme il fallait. Il y a toujours des possibilités. Il y a aussi la possibilité d'amener des investisseurs, peut-être qui rembourseraient cette dette et en même temps qui reviendraient. Non, le passif, on tiendrait compte de tout ceci. Ce que je veux dire par toutes ces solutions, c'est qu'il faut être autour de la table, voir ce qu'il y a lieu de sauver pour ne pas fermer. Parce que fermer, même l'État n'a rien à y gagner. Il y a des Guinéens qui travaillent là. Et en plus, n'oubliez pas, une société de plus fermée, c'est encore de laisser la place à un nombre réduit de sociétés de téléphonie qui vont garder encore le monopole. Et déjà qu'on souffre sur beaucoup de plans, on paye énormément d'argent en matière de connexion, en matière d'appel. Donc fermer encore des sociétés, ce serait comme... Mais est-ce que tu penses à un dépôt de bilan, donc suivi de simplement que l'État puisse prendre le contrôle compte tenu peut-être, mais c'est pas ce type de secteur justement, parce que il faudrait quand même que ça ait un impact fort sur le social généralement pour que l'État s'aventure dans ce type de situation. Il y a un impact. Ils ont besoin, parce que moi je ne sais pas en fait, est-ce que c'est mal géré, parce que si c'est le cas, ça peut toujours être vu, mais les actionnaires, il faut les interroger dans cette histoire. J'ai une autre hypothèse. Les actionnaires, il faut les interroger quand même. Je laisse ça rapidement. Loin de faire de la publicité, mais je disais aujourd'hui qu'il y a des Guinéens qui s'en sortent avec cette société parce que effectivement, ce qui est offert en termes de coûts d'appel, de connexion, c'est beaucoup plus abordable. C'est pas à perte de vue. Merci beaucoup, Mafoudia. Allez, pour clore, on va continuer. L'aspect social. Une telle société, il y a forcément une autre chaîne de valeur qui l'entoure. Hein. C'est pas que de la téléphonie, c'est par exemple ceux qui font de la calligraphie, des prestataires de tous ordres. Il y a tout ça autour sur la chaîne de valeur. C'est quand même beaucoup d'emplois indirects qui sont créés et qui sont concernés. Mais moi, j'ai une question quand même à poser ce matin, certainement pas à vous. Lamine, je me demande, est-ce que concrètement, Celcom n'a pas été abandonné même par ses principaux actionnaires? Possible. C'est une question que je me pose. Premièrement, ce qui m'amène à poser une telle question, lorsque vous êtes dans une société où les actionnaires ne se préoccupent plus d'investissement, alors que l'on sait que les investissements, certes, ils sont lourds au moment où l'on investit, c'est âpre à ce moment-là, mais à la fin, c'est ce qui va garantir de véritables revenus. Mais je me dis, de constater une société sur toutes ces années, parce que on a quand même cet avis de techniciens qui nous disent que depuis 7 ans, il n'y a pas eu d'investissement majeur. Roby a finalement raison, je le dis avec un pincement de cœur, que Roby ait pu avoir raison dessus. Mais quand vous êtes dans une telle situation, c'est pour rire. Donc quand vous êtes dans une telle situation, à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est une priorité pour les actionnaires? Deuxième observation qui me fait le dire, c'est quand même la société de téléphonie qui a le mieux démarré en Guinée. Vous vous souvenez comment Celcom a été lancé? Déjà, les coûts, les prix ont été cassés. C'est grâce à Celcom que MTN a dû réduire un peu. C'était Ariba à l'époque. Celcom est arrivé avec Econ, un grand concert géant. Celcom nous a offert 650 minutes gratuites qu'on a exploité. Plusieurs histoires d'amour sont nées de ces 650 minutes gratuites et elles se sont consolidées dans ça. Et parce que les étudiants, tu n'avais pas d'argent pour payer. Il faut dire qu'à ce moment-là, Celcom, on l'a reçu dans nos cœurs. Vous avez vu, le numéro 1, c'est vous. Cette formule, tout le monde l'a répété. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? De démarrer bien et de mal terminer. Je pense même que c'est pas forcément des visionnaires. Il y a eu tellement d'intérêt en jeu autour du management, du top management de Celcom,
que je pense que d'une part, l'État guinéen a dû décourager les investisseurs, leur élan du départ. Deuxièmement, je pense que constatant la difficulté d'opérer en Guinée de manière libre, qui puisse garantir la prospérité de l'entreprise, les actionnaires ont tout simplement dit Celcom, ça n'en vaut pas la peine, il faut laisser tomber. Voilà. Allez, complément d'info, mon cher Marin, parce qu'on reçoit goutte par goutte certaines informations à ce qui concerne ce dossier avant de continuer avec notre enquête. Allez-y, Mohamed Marin. Oui, des protocoles d'accord, parce qu'on encourage quand même la RPT, donc disons grosso modo l'État à aller vers des discussions et un nouveau protocole d'accord. Sauf qu'il faut rappeler qu'il y en a déjà eu 2. En 2021, un protocole d'accord, aucun paiement. 2022, aucun paiement. C'est ça le problème en fait avec Celcom. Alors, attends Maf, mais pour exercer le BABA, le minimum, les grandes gueules, c'est la licence. Oui. Nous, à Adafa, nous ne pouvons pas travailler sans licence. C'est-à-dire que c'est ce qui vous autorise à travailler. Mais ne serait-ce que cette licence-là, ils ne payent pas. Voilà en fait tout le problème. On dit que en connaissant tout ça, que Celcom a continué à exercer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais là, écoute. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette fraude-là et que certains l'ont couvert, certains de nos gouvernants l'ont couvert pendant longtemps, qu'aujourd'hui, avec la nouvelle donne, qu'on va les laisser continuer. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit seulement que c'est l'occasion justement de questionner comment Celcom en est. À mon avis, ça doit aller de pair. Mais ça doit aller de pair. Il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé pour que l'État puisse aller chercher ce qui lui est dû. Mais aussi, si Celcom doit continuer notamment à exercer, mais il faudrait bien qu'elle fonctionne avec une licence. Je suis d'accord. C'est le minimum. Mais à mon avis, ils ont encore 24 heures. Ils ont, bon, parce que samedi c'est pas ouvrable, mais ils ont jusqu'à lundi quand même à la première. Mais ils doivent quand même faire en sorte de payer quand même la licence pour ne pas être fermé lundi et après. C'est important de le marteler parce que dans notre pays, on est prompt à aller à la décision la plus facile. Fermer et puis nous on va trouver notre solution. C'est ce qu'on essaie de dire. Il y a eu des accords depuis plusieurs années. Chaque fois on vient, on signe, mais rien n'a été payé. Justement, des protocoles d'accord leur ont dit payer et voici un plan de paiement échelonné. Ils ne l'exécutent pas. À la fin, qu'est-ce que l'État a fait? Celcom a été l'une des premières sociétés de téléphonie à s'installer en Guinée. Elle avait toutes les chances d'avoir un grand part de marché. Ils ne l'ont pas fait. D'autres sociétés de téléphonie sont venues, ils ont proposé des services concurrentiels, ils l'ont obtenu. Ils ont été visionnaires dans le temps. Ils sont allés échelon par échelon. Ils ont pris tout le territoire aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché concurrentiel est à un tel niveau que Celcom ne peut pas l'atteindre sans proposer d'autres solutions. Quelle solution va-t-elle proposer? C'est pour ça qu'ils nous ont pompé les yeux avec la 5G. C'est la seule, la 5G qu'il peut proposer aujourd'hui. Parce que non mais il y a une société de téléphonie qui est sur la 4G. Et pour faire la concurrence avec cette société de téléphonie, difficile de prendre aujourd'hui les parts de marché de cette société de téléphonie qui est très bien implantée sur le territoire national. Aujourd'hui, Celcom a des difficultés suivre la ligne. Il y a eu un mauvais calcul, il y a eu des mauvais investissements, il n'y a pas eu de vision, il y a eu de la corruption. Ils ont arrosé les gouvernants pendant 4 ans, ils n'ont pas respecté les règles du jeu. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Il y a quand même, on apprend quand même des choses assez ahurissantes. Pendant toute cette période, c'est pas qu'auprès de l'ARPT que Celcom a des soucis. Celcom ne paye pas ses licences, elle ne paye pas de redevances aux impôts, elle ne paye pas, mais imaginez les frais d'interconnexion aux autres opérateurs. Vous savez, quand vous avez Orange, vous appelez MTN ou Celcom, il y a des frais d'interconnexion. C'est-à-dire que Celcom doit à la fois à l'État, doit à ses propres fournisseurs, mais même les autres sociétés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces sociétés-là, si ce n'est pas parce que l'État leur met la pression, elles sont en droit de bloquer tout simplement tout appel vers Celcom et de Celcom. Et ça veut dire que même la clientèle elle-même pourrait subir d'ailleurs ces contre-coups-là. Voilà pourquoi je dis, pour commencer, la chose d'abord à faire, allez d'abord payer une licence pour montrer déjà votre bonne foi. Ensuite, tout le reste, allez renégocier tout ça. Mais vous ne pouvez pas, parce que ceux-là, ils se sont loupés. Et je pense qu'ils ont un peu effarouché les autorités. Nous, on a fait une sortie en expliquant qu'il y a des problèmes. Ils font une autre sortie pour dire que non,
Il n'y a pas de problème, tout va bien. Malheureusement. Mais tout va bien, sauf qu'on le sait, ce n'était pas que de la com. C'était quand même un mensonge. Mais le pire, c'est quand vous dites, on a payé sur un compte. Un compte qui s'avère aujourd'hui être un compte occulte. Là, c'est quand même le seul domaine où ils ont réussi la mine, c'est celui qui a choisi la couleur rouge. Parce qu'aujourd'hui, les voyants sont au rouge. GPT, finalement, j'espère qu'ils n'auront pas le même sort que GPT. Parce que c'était le parti que c'était... Mais c'est fini ça, GPT. Oui, mais bien sûr. Voilà. Mais c'est ça le problème. Il ne faut pas que ce soit le même sort que GPT. Il ne faut pas continuer à porter la couleur rouge. Hein. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, notre dossier enquête. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Vous êtes sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Et oui, aussi sur les bouquets Canal+, canal 539. Si vous souhaitez écouter en tout cas Suite FM Guinée. On s'intéresse à ce dossier, mon cher Jacques Lewalino. Fonds de garantie des prêts aux entreprises. Réaménagement après un cas de harcèlement. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Jacques Lewalino? Bon, on va faire une présentation à 3 de ce dossier d'enquête qui nous a pris quelques jours, mais nous avons pris le temps quand même de tout comprendre pour pouvoir dire ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu en termes d'éléments bien entendu, pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe. Le fonds de garantie des prêts aux entreprises, c'est l'un des instruments nés après Covid-19 lorsque le gouvernement Kassouri avait initié quelques plans de relance économique. Il y avait donc le fonds de soutien au groupement d'intérêts économiques qui avait bénéficié de 40 milliards de francs guinéens d'accompagnement. Et puis on a pensé qu'il fallait mettre en place un fonds pour soutenir les entreprises et surtout les PME qui n'ont pas suffisamment de moyens pour contracter des prêts auprès des institutions financières et bancaires dont les taux d'intérêt sont parfois difficile à supporter. Donc dès que cela a été dessiné, le fonds de garantie des prêts aux entreprises a été initié auprès de la Banque centrale. Il y a eu un travail qui a été fait et il a été pensé surtout que d'ailleurs cela avait été conclu avec la Banque mondiale qui avait accepté d'accompagner n'est-ce pas, ce fonds qui allait être mis en place. Le 18 juin 2021, on va donc mettre en place un conseil d'administration qui va être présidé par monsieur Nyanga Komata Gomu, qui était parti entre-temps de la Banque centrale où il était deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale pour la présidence de la République où il était n'est-ce pas, conseiller donc du président de la République. De juin jusqu'au 5 septembre, il n'y a pratiquement pas eu de mouvement. Le conseil d'administration était en place, mais le directeur n'était pas nommé. Et ce qui avait été envisagé, c'était de passer évidemment par la Banque centrale pour procéder, n'est-ce pas, à ce choix. Le 5 septembre, un coup d'État, donc le coup d'État va s'opérer. On va donc constater une rupture. Jusque-là, le fonds n'arrive pas à s'installer parce qu'il n'y a pas de direction qui est mise en place. La Banque mondiale va donc proposer une shortlist qu'on va envoyer à la Banque centrale pour que sur cette liste qu'on puisse désigner, n'est-ce pas, un directeur. Je dois rappeler que les modèles dont on s'est inspiré pour mettre en place ce fonds ailleurs, il nous a été dit que ce sont les directeurs, donc un seul directeur qui est désigné pour gérer. Lorsque la liste va être envoyée à la Banque centrale, finalement, le décret qui va être pris en décembre pour nommer le directeur va être on va constater que finalement on va à la fois nommer un directeur et un adjoint.
Donc au lieu d'avoir un directeur, on va avoir un directeur et puis son adjoint. Donc monsieur Aboubakar Yalani Bangoura va être nommé directeur et puis monsieur Abdoulaye Diallo va être nommé directeur adjoint. Les deux vont donc commencer à travailler, disons, en janvier. Ils vont commencer par recruter le personnel. Il va y avoir un appel d'offres. Et puis, on va procéder au recrutement. On recrute à partir de juin, on a le personnel. Donc, juin 2022, disons. Le travail va commencer jusqu'à la fin d'année là. Finalement, rien n'a pu fonctionner. Deux problèmes vont être signalés. D'abord, la tutelle. Parce que c'était la primature qui était la tutelle. Ça, c'est depuis le Premier ministre Béabogui. Lorsque Bernard va arriver, lui va dire qu'il ne souhaite pas garder la tutelle de ce département, sauf si les institutions financières internationales, donc qui accompagnent le fonds, décident que ce soit obligatoirement cela. Donc, lui, il va décider de se retirer. Quelque temps après, on va trouver que c'est nécessaire de trouver une tutelle. Cette tutelle, désormais, ça va être le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Mais l'autre problème qui va naître, c'est au sein donc de la direction, on va constater qu'il y a un cas de harcèlement qui va être signalé au conseil d'administration et puis à la tutelle, qui était donc la primature d'abord, avant qu'on ne vienne au ministère du Commerce. Et finalement, des commissions vont être mises en place pour examen. On va assister à la suspension du directeur général. Je vais évoquer le problème et puis Tamba va revenir sur le fond avec la question notamment du harcèlement. Le monsieur Yalani Bangoura, qui est donc le directeur suspendu, va contester en quelque sorte la décision du PCA en envoyant, n'est-ce pas, ce courrier aux administrateurs où il indique que la mesure prise par le PCA était illégal, parce qu'il a estimé que le monsieur qui dirige le conseil d'administration, donc monsieur Gomou, ayant été le conseiller du président de la République, donc le président Alpha Condé, le président Alpha Condé n'étant plus là, il estime qu'il n'était plus en droit de continuer à être le PCA du conseil d'administration. Et puis il a jugé que le temps mis pour examiner le dossier qui a été porté à sa connaissance était minime pour arriver à une conclusion. Donc il va y avoir cette contestation. Pendant la suspension, il va quand même prendre la peine de signer des états de salaire. Cela va arriver au niveau du Trésor. La Banque centrale va bloquer. Parce que tout simplement, on estime qu'un directeur qui a été suspendu ne peut pas engager, n'est-ce pas, de dépenses, surtout signer des états de salaire. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez ce courrier du directeur général adjoint d'alors, donc qui vient d'être confirmé directeur maintenant, qui va écrire pour signaler à la Banque centrale, donc pour signaler le changement de signature sur le compte du fonds de garantie des prêts aux entreprises. Qu'est-ce qui va être la conséquence de ces deux documents? La conséquence, c'est qu'on va bloquer finalement les salaires. Donc de décembre 2022 jusqu'à maintenant, en février, le personnel de cette entreprise n'a pas de salaire. Ouais. On va donc poursuivre la présentation avec le cas du harcèlement signalé avec Tamba, qui va revenir sur la chronologie et harcèlement sexuel, et puis Mara va relever les cas les aspects légaux qui ont été violés de notre point de vue et puis du constat aussi fait à l'interne par le conseil juridique, mais également les ressources humaines. Allez-y, mon cher Tamba. Fonds de garantie de prêts aux entreprises, réaménagement, donc après un cas de harcèlement, il faut le rappeler. Hein. C'est une très très belle opportunité qui risque de partir en vrille. Malheureusement, quoi. Une très très belle opportunité qui risque de partir en vrille. On va voir ensemble pourquoi. Je vais m'efforcer de rendre les propos tels que nous les avons reçus. Aussi bien de la principale concerne, aussi bien des principaux concernés que des témoins que nous avons pu rencontrer. D'entrée, je le dis, nous avons rencontré presque toutes les parties. Presque toutes les parties, à l'exception du CA, mais dont nous avons les actes.
Donc les actes qui ont été pris par le CA sont en notre possession. Nous les avons exploités. Le conseil d'administration. Le conseil d'administration. Toutes les parties ont été contactées. C'est ce qui va faire que dans ma présentation, je vais sciemment éviter de mettre les choses au conditionnel, mais je vais essayer de me mettre dans la peau de chacun des deux principaux acteurs qui seront concernés là. Ça va un peu alléger la compréhension, ça va me permettre d'éviter ces tournures au conditionnel qui vont un peu fatiguer. Mais que tous ceux qui nous écoutent entendent bien que ce ne sont ni mes propos, ni les propos de Jacques, ni ceux de Mohamed Mara, mais des propos qu'on a recueillis directement auprès des principaux concernés. On parle bien du fonds de garantie des prêts aux entreprises. Deux noms vont constamment revenir. Une qui est présentée comme la plaignante, c'est bien Dame Aïssatou Ba. Dame Aïssatou Ba qui a soumissionné en bonne et due forme pour un dossier d'appel, enfin un appel à manifestation d'intérêt pour un poste. C'était sur JAO. Elle a donc candidaté pour être recrutée au fond. Elle a déposé son dossier. Elle a été interviewée par deux cadres, à savoir le directeur général adjoint, M. Abdoulaye Diallo, devenu aujourd'hui directeur général du fonds, et l'ancien directeur général dont Jacques parlait, Aboubakar Yalani Bangoura, qui était directeur général du fonds et qui vient d'être déposé à la suite d'un décret qui a été pris il y a seulement quelques jours. Dame Aïssatou, de ce que nous avons appris aussi bien d'elle-même que de la direction générale, a un profil de commercial et d'assistante de direction. Elle a été et s'est formée pendant plus de 20 ans. Elle a travaillé comme telle. Donc c'est avec ce profil-là qu'elle a été reçue et qu'elle a été interviewée. Et finalement, le poste qu'on va lui confier, et ça, je vous le dis, c'est mai 2022. Elle va prendre service le 1er juin, donc le 1er juin de la même année, comme responsable garantie partielle portefeuille. Donc, tous ceux qui sont entreprises, prospects, clients de ce fonds-là, en fait, c'est finalement elle qui gérait ce portefeuille-là. Lamine, comme je l'ai dit, elle a candidaté, elle a été interviewée, et toutes les parties nous le reconnaissent, et elle a été contactée par le directeur général, M. Bangoura, pour l'informer qu'elle a été retenue comme responsable garantie partielle. Ça, c'est mi-2022, précisément autour du mois de juin. Alors, les choses se passent donc ainsi. Le 1er juin, elle prend service. Et puis les choses commencent. Ce sont ses dires. Et à ces dires, on les a croisés à ceux du directeur général, vous allez le voir. Alors, une semaine plus tard qu'elle aura pris service, la dame aurait donc été invitée à rencontrer le directeur général par lui-même. Il l'aurait appelée dans son bureau et il l'aurait conduite jusque sur son balcon. D'après les informations que nous avons recueillies. La dame sera donc là, elle discutera avec le directeur général qui lui aura donc demandé de se tutoyer, d'arrêter les vouvoiements entre eux et pour dégeler les relations, il faut qu'on se tutoie, semble-t-il. Le monsieur va donc préciser, je le redis encore, ce sont les propos de la dame, qu'il va donc préciser que la dame compte beaucoup pour lui, avec la mention que la vue à partir de son balcon est très très belle. Elle donne sur les îles où le directeur général lui-même aurait un appartement. Et que si la dame y était intéressée, il est ouvert à l'inviter sur les îles dans son appartement pour pouvoir passer du beau temps. Voici les informations. Ça, c'est dès la première rencontre. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'ouvre. C'est les informations que nous avons. Le directeur général questionné là-dessus a dit que, en fait, la dame a pu savoir par un autre canal que lui, Yalani Bangoura, a une résidence sur les îles.
et que ça n'est pas parti de lui, ce n'est pas lui qui a donné l'information à la dame comme quoi il aurait un appartement quelque part sur les îles. Et il nous a dit aussi très clairement qu'il n'a jamais conduit la dame sur son balcon et que peut-être elle a pu y accéder par elle-même et pas par lui. C'est-à-dire que la dame se serait invitée dans son bureau à son insu et serait parvenu à son balcon sans que cela ne vienne de lui. Voici le propos du directeur général dès l'entame de la discussion. Une semaine plus tard, même endroit, j'ai envie de dire le même jour, c'est un vendredi, et la dame nous a dit, je ne sais pas ce qu'il a avec les vendredis, mais c'est souvent les vendredis qu'il m'invitait à rejoindre son bureau autour de 13h. Vous savez, pour ceux qui travaillent en ville, la descente c'est autour de 13h. Voilà, le bureau se vide à ce moment. La dame dit donc, et d'ailleurs elle nous précise qu'elle n'est pas la seule, parce qu'une autre employée dont nous allons taire le profil, lui aurait dit qu'elle a subi elle aussi la même chose et que ce serait souvent les vendredis. La scène c'est plutôt ceci. La dame dont on continue à parler, Dame Aïssatou Ba, viendrait donc se plaindre auprès de sa collègue et sa collègue lui dit, attends, il t'a dit que tu comptes pour lui? Dame Aïssatou Ba dit oui. Il t'a dit que tu es belle? Dame Aïssatou Ba dit oui. Il t'a proposé un dîner? Dame répond oui. C'est souvent les vendredis qu'il t'appelle? La dame répond oui. D'après ce que Madame Ba nous a confié, sa collègue se serait affalée et qu'elle se serait mise au bord des larmes. On va donc continuer. La deuxième rencontre, en tout cas c'est une autre rencontre, la dame nous explique que M. Yalani, Aboubakar Yalani Bangoura, va aborder avec elle son état civil. D'après la dame, le directeur général qui a accès à tout le dossier aurait pu, à partir de son CV, découvrir qu'il s'agit d'une femme divorcée. Effectivement, Mme Aïssatou Ba est divorcée. Ce qui va se faire, c'est que le directeur général va donc poser la question, mais vous êtes divorcée. Pourquoi avez-vous divorcé? Ça, c'est les questions que, semble-t-il, il a posées. Et donc, il trouve que ce n'est pas évident parce qu'il va lui poser la question, mais alors, où habitez-vous? La dame de répondre, j'habite en famille avec mes parents, je suis revenu de France pour m'occuper de mon père et de ma mère. Le directeur général qui aurait donc trouvé que cela n'est pas simple pour une dame de son âge d'habiter en famille avec ses parents, c'est pas de liberté. Alors, il va donc, semble-t-il, raconter que lui aussi était marié, il est divorcé, il a 6 enfants. Et ce conseil particulier que le directeur général, semble-t-il, va donner à Dame Aïssatou Ba, c'est de dire, ne te ferme pas aux hommes, tu es une très belle femme. Et alors que la dame, encore une fois, sont ses propos, essaie de réagir à ça, le monsieur va lui dire, alors qu'elle parle, alors qu'elle est en train de parler, il va donc lui dire qu'il la trouve si belle que la seule chose qu'il a envie, c'est de la laisser parler et lui de la zioter, de l'observer, de la contempler. Ce sont donc les propos que la dame nous confie. La dame trouve déplacé et elle le lui fait savoir. Semble-t-il, le monsieur va donc s'excuser. Mais auparavant, et c'est ce qui va finalement se faire, la dame va avoir beaucoup d'appels intempestifs. Le directeur général, par contre, on lui a posé la question sur ces aspects. Naturellement, il nous a dit non, il n'en a jamais été. Nous avons le devoir de rendre ceci. Maintenant, sur les appels, la dame insiste sur le fait qu'elle a presque quasiment été harcelée par les appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, des appels sur le standard, le réseau interne d'appels. Alors, pour une rencontre avec la Banque mondiale, elle va donc être invitée à y assister. Le monsieur nous a dit que la dame n'est jamais entrée dans son bureau toute seule, avant de revenir se raviser et de nous dire que par 4 fois, à la faveur de rencontres avec des clients, avec des prospects ou avec des partenaires, la dame a bien pu y entrer seule. Et que tout le reste, elle y était venue avec son collègue. La dame de mentionner que non, et il l'a souvent appelée seule, et c'est souvent seule qu'elle est arrivée dans son bureau. Elle va se plaindre d'appels intempestifs et même d'appels persistants.
Je vais mentionner la date du 26 août. C'est une date particulière dans ce récit que je livre. Mais avant, semble-t-il, le directeur général va appeler la dame pour lui refaire la proposition d'un dîner, histoire de mieux faire connaissance. Sur ce rapprochement que nous avons trouvé curieux, le directeur général nous a répondu, il dit mais c'est du management. C'est du management. Un leader a besoin de créer des liens avec ses travailleurs et ce n'est pas interdit en entreprise. Il dit même vous, là où vous êtes, vous ne pouvez pas me dire, on lui a dit ah non, on connaît la mine depuis plusieurs années, mais ce type de causerie, on n'a jamais entendu ça, de la mine avec une femme. Mais le directeur général va dire c'est pas interdit en entreprise, on peut même se marier. Eh ben... Hein? Oui. Okay. On peut même se marier. Et moi, je lui ai posé la question toute frontale. Hein. J'ai demandé, Monsieur Bangoura, est-ce que Dame Maïssa Touba est belle? Voilà. Et la réponse, ça serait à 11h. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.